Allez, chers collègues, je vous propose de démarrer. Il est 19 h, ou presque. Donc effectivement, avant de commencer, même si forcément on en a déjà eu l'opportunité, on va rappeler les vœux à chacune et chacun d'entre vous, notamment aux personnes qui regardent sans doute le conseil municipal à distance. Donc je vais commencer d'abord avec les absents et les procurations quand il y en a. Monsieur Jérôme Valsésia est absent, on donne procuration à Carole Dufour. Cathy Bougel, que nous reverrons bientôt pour notre plus grand bonheur, donne procuration à Dominique Marquer. Marie Bergiste donne procuration à Michel Balland. Jean-Louis Vinel donne procuration, qui a subi une opération récemment, donne procuration à Yannick Payot. Denis Baptiste, qui a dû subir lui aussi des interventions chirurgicales qui se sont bien passées, donne procuration à Emre Demir. Jennifer Kupfer, absente, donne procuration à Thierry Bisson. Corinne André nous rejoindra un peu plus tard puisque son travail ne lui permet pas d'être présente à 19 h. Et puis Stéphane Perry est excusé. Il s'agit quand même des orientations budgétaires. Hein. Enfin bon. Donc, le secrétaire de séance pourrait être Chantal Vautrin si elle accepte la mission. Merci Chantal. Est-ce que vous avez des remarques sur le PV de la dernière séance du 27 novembre? Non. Très bien. Il est, sauf s'il y a des avis contraires, des abstentions, il est adopté. Tableau des décisions, dont la forme change un peu depuis quelque temps, vous l'avez observé, qui vous donne encore un peu plus d'informations s'agissant de ce qui a pu se produire, notamment en termes de cession foncière et de renonciation au droit de préemption urbain de la ville, notamment, mais pas que. Est-ce que vous avez des remarques? Non. Très bien. Notamment il y a une session importante sur Innova 3000. La société Vongléon rachète, alors c'est pas la société Vongléon, mais les propriétaires de la société Vongléon, qui ont également une SCI, rachètent les bâtiments qui étaient détenus jusqu'à présent par la société de M. Zeiter, pour agrandir l'exploitation des parasols Vongléon qui ont effectivement un grand succès. Voilà, pour information sur un élément vraiment assez important dans ce que vous avez pu voir. Il n'y a pas d'autres des remarques, des questions sur ce sujet. Nous continuons. Donc on a un ordre du jour qui est limité pour que nous puissions notamment aborder le DOB avant dans les délais qui sont prescrits par la loi avant de voter le budget. Donc on va d'abord commencer avec une modification du tableau des effectifs. Donc on a effectivement des promotions internes possibles. J'insiste sur la volonté de ce conseil municipal depuis le début du mandat de promouvoir les agents, notamment en grade, lorsqu'ils présentent les conditions, notamment ça peut être la réussite de concours, d'examen, mais aussi l'avancement à l'ancienneté. Et donc on a deux possibilités, si vous en êtes d'accord, qui nécessitent la création de postes. Un poste d'agent de maîtrise à temps complet, qu'on est bien content d'ouvrir, qui permettra de promouvoir un agent encadrant dont on est particulièrement content. Et puis également, dans le cadre de réussite au concours et examen, un poste d'ATSEM principal de 2e classe, là aussi pour quelqu'un qui a une belle ancienneté, en tout cas pas une très très grande ancienneté, mais qui a une belle progression dans son poste et qui nous permettrait donc de la nommer rapidement, ce qui serait de bonne loi. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette délibération? Je la mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc là, il s'agit donc du contrat mutuel et prévoyance de groupe. Donc le centre de gestion, je parle sous contrôle, là ce soir, j'ai le président et le vice-président. Donc de renouveler ses démarches initiées en 2013 et relancer une procédure de mise en concurrence pour les risques prévoyance, maintien de salaire et mutuelle santé. Donc à l'issue de cette procédure, un seul opérateur par risque sera retenu. Chaque convention de participation aura une durée de 6 ans. Les organismes et les offres retenues seront présentés aux collectivités dans les mois suivant l'attribution pour leur ratification.
La présente délibération a pour but de proposer aux collectivités de se joindre au centre de gestion des Vosges gratuitement pour lancer la procédure de mise en concurrence en lui donnant mandat par la présente délibération. Cette dernière n'a pas vocation à engager la collectivité pour le moment en faveur d'une adhésion, même si bien sûr, si on le fait, c'est quand même pour à la suite rester solidaire de la démarche, si notamment tout se passe bien. Donc les démarches d'adhésion aux conventions se feront postérieurement à l'attribution. Donc le centre de gestion se chargera de l'ensemble des démarches pour prise d'effet des conventions à partir du 1er janvier 26 ou 1er janvier 27. Est-ce qu'on en sait plus à ce stade sur la date, Michel? Non. On laisse ça comme ça pour l'instant pour se donner la liberté. Très bien. Donc je vous propose, je vous demande qu'on se joigne à cette procédure de mise en concurrence, de confier au centre de gestion le soin de collecter toutes les données nécessaires et prendre acte que les tarifs et garanties seront soumis, bien sûr, préalablement afin de prendre la décision de signer ou non la convention quand les consultations seront terminées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Michel, non? Aimerait, pas plus? Juste un mot, ce qui peut être le centre de gestion, comme on a tendance à vouloir mutualiser le maximum de collectivités dans toutes les démarches qu'on peut entreprendre. L'idée, c'est d'essayer d'attirer le maximum de personnes pour notamment tirer au maximum les tarifs vers le bas et en assurant le maximum de services aux collectivités. Donc l'idée, je tiens à remercier la commune de Thaon-les-Vosges de vouloir se souscrire à cette démarche-là. Et j'invite toutes les collectivités, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, pour que toutes les collectivités se lancent dans cette démarche-là, qu'on puisse avancer ensemble. Merci, Emre. C'est bien de le signaler. Il y a encore des efforts à faire pour nous, effectivement, optimiser, mutualiser les coûts dans l'intérêt de tous. Donc merci de cette initiative du centre de gestion. Et qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Il nous est demandé d'acter le retrait d'une commune adhérente au syndicat mixte d'informatisation communale. C'est la commune de Rollainville, puisqu'elle a fusionné avec Neufchâteau, il y a maintenant quelques temps. Et donc, il faut, moi je dirais que c'est assez ridicule de mettre ça aux voix, mais enfin bon, peu importe, c'est ainsi que les statuts sont faits. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions ou de remarques. Je vous demandais donc, si vous n'êtes pas contre, si vous ne voulez pas vous abstenir, de valider cette délibération. Je vous remercie. Je vous propose qu'on examine les orientations budgétaires. Il y a un document qui a été prévu à ce titre, qu'on a construit donc les derniers temps avec la commission des finances et puis bien auparavant avec Céline et les services, bien entendu, pour qu'on puisse vous présenter quelque chose de plus précis et fiable possible aujourd'hui, étant entendu que je ne vais pas vous faire de dessin. On n'a toujours pas de budget pour 2026 pour la France, à l'heure où je vous parle. Il y a même c'est quand même très important que les gens examinent la réalité du travail parlementaire. Cette nuit, il y a un amendement qui a été validé par les députés du Rassemblement national, qui étaient majoritairement présents à l'Assemblée nationale, qui réduit la dotation globale de fonctionnement des collectivités de 5 milliards d'euros. Il faut qu'on fasse savoir à la population que le Rassemblement national propose de ratiboiser les collectivités de 5 milliards d'euros, en disant oui, c'est réservé aux régions, puis aux établissements publics de coopération intercommunale, on sauvegardera sans leur mettre plus, sans leur mettre plus, on enlève tout aux EPCI, on enlève tout aux régions. Donc voilà, pour envoyer un message politique en fait qui est quand même profondément décalé, qui consiste à dire il n'y a pas besoin de donner d'argent ni aux régions, ni aux établissements publics de coopération intercommunale, histoire d'assécher ces collectivités, de démontrer qu'elles servent à rien, qu'elles sont en difficulté et qu'elles sont mal gérées. Donc finalement, ceux qui critiquent les circonvolutions politiciennes parfois de ceux qui sont en place ne font pas toujours mieux lorsqu'ils sont capables de réunir une majorité. Il faut quand même le noter, c'est très important. On peut vouloir tout ce qu'on veut, on peut dénoncer tout ce qu'on veut, mais cet amendement a été adopté cette nuit par le groupe qui était majoritairement en place, Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est un des rares trucs qu'ils ont réussi à faire voter depuis le début. Super, merci les gars. Voilà.
Donc en fait, on ne sait toujours pas aujourd'hui à quelle sauce on va être mangé, puisque nous ne savons pas si le gouvernement va recourir au 49.3. Pour l'instant, les discussions se poursuivent, donc vous voyez, avec des décisions les plus iconoclastes les unes que les autres, qui servent de tribune pour ensuite aller raconter des bêtises à BFM TV, CNews. Heureusement que les conseils municipaux ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Heureusement que les communes ne sont pas gérées comme ça. Hein. Parce que c'est peut-être un des derniers piliers, globalement, des institutions en France qui tient encore correctement. Mais on n'a pas besoin d'annonces comme ça, franchement, c'est indigne. C'est indigne de la République. Mais voilà, il y en a qui font de la publicité, puis il y en a d'autres comme nous qui faisons de la gestion et des projets prospectifs. Et n'y voyez aucune intention malsaine ou un débat préélectoral ici, je m'en fous, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'à l'Assemblée nationale, on doit avoir des représentants qui connaissent le terrain, qui savent de quoi ils parlent, qui ont un peu connaissance de ce qui se pratique ici ou là. C'est quand même fou, hein. Franchement, c'est vraiment fou. Hein. Et donc, tout ce que je vous propose ce soir, évidemment, est sujet à caution, puisque nous ne savons pas quel sort sera réservé aux collectivités territoriales dans le cadre de l'exercice 2026, alors que nous avons besoin de planifier, d'organiser et de donner confiance aux acteurs locaux. Donc évidemment, je ne reviens pas en introduction, vous savez très bien, puisque c'est la 6e fois qu'on organise ce débat d'orientation budgétaire. Je ne rappelle pas les conditions de 2020, on a l'habitude de le faire maintenant depuis 2021 dans des conditions plus normales. Donc sur 2024, je rappelle simplement quelques lignes de force du compte administratif 2024, puisque le compte administratif, le compte financier unique, on n'a pas pu le voter en 2025, évidemment encore, hein, on n'a même pas fini la journée complémentaire. Donc si vous voulez, en 2024, je voulais quand même rappeler ce qu'on a déjà dit, c'est que nos dépenses de fonctionnement ont baissé en 2024 de 1% quand elles augmentaient de presque 5% au niveau national pour les communes de notre taille, et que bien sûr, on avait des baisses de dépenses assez importantes sur beaucoup de registres, et notamment les dépenses générales, qui avaient diminué fortement liées à des politiques locales très volontaristes dans le domaine. Et les dépenses de personnel particulièrement encadrées. Donc il est important de noter aussi que les communes de notre taille dépensent en fonctionnement plus que nous. Et nous, c'est pas parce qu'on veut forcément moins dépenser, c'est parce que nous avons des ressources moins importantes. Il est important de noter qu'à Thaon-les-Vosges, et encore, hein, c'est pas avec les nouveaux chiffres du recensement, puisque vous avez vu qu'on a fait un bond en avant en termes de développement de la population à Thaon. J'ai eu la confirmation ce midi qu'on était la commune de l'agglomération qui gagnait le plus d'habitants d'ailleurs, donc c'est une bonne nouvelle. On ne s'en réjouit pas pour les autres, mais c'est bien pour Thaon-les-Vosges, c'est très bien. Et donc si on mettait la population d'aujourd'hui, ça creuserait encore les écarts, puisque ça rajouterait 300-400 habitants par rapport au ratio qu'on vous présente. Ça diminuerait encore nos ressources par habitant et nos dépenses par habitant. Mais on ne va pas pinailler. Donc nous, on a 1100 €, vous voyez, de recettes par habitant à Thaon, quand les communes de notre taille sont à 1320. Et donc forcément, ça nous amène à dépenser moins pour conserver une épargne. C'est donc un exercice particulièrement complexe de réussir à développer une ville telle que la nôtre, parce qu'il faut faire avec moins, impérativement. Sinon, vous mettez la ville en difficulté financière. Et donc, ça doit générer derrière des lignes de gestion particulièrement fines. En matière d'investissement, les dépenses des communes avaient augmenté de 9%. Nous, on était dans une année particulière, mais vous verrez que 2025 a été encore plus particulière. On était sur 2 années d'investissement très importants, très importants. Et parce que notamment, nous avions mis du temps à démarrer le mandat, hein, vous savez tous pourquoi ici, pour différentes raisons, pas simplement la crise sanitaire. Le niveau d'investissement sur les 5 années du mandat est supérieur de 10% au mandat précédent, à prix constant, alors même que 2019 et 2020 avaient été marqués par une baisse importante des dépenses d'investissement, puisque à la fois on avait pris le mandat très tard, au mois de mai, le budget a été voté au mois de juillet, et que en plus il n'y avait aucun projet dans les cartons, vous le savez bien. On finance notre modèle, tout notre modèle repose donc sur cette épargne solide, pas beaucoup de recettes, donc pas beaucoup de dépenses de fonctionnement,
et donc un ratio par habitant qui, malgré tout, est meilleur que les communes de notre strate. Ça doit rester une caractéristique forte pour nous. On peut passer sur les premiers éléments de 2025, par rapport à ce que je viens de dire. Donc, au 2 janvier, on observe un excédent de fonctionnement qui devrait être de l'ordre de 900 000 €. Ce n'est pas l'épargne, puisqu'il faut incorporer les écritures d'ordre, notamment d'amortissement, mais en termes d'arrêté des comptes, on sera à 900 000 € d'excédent. C'est très bien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Sur l'investissement, on a un excédent de 1,8 million, puisque nous avons contracté des emprunts en recettes et qu'on avait, à la fin de l'exercice précédent, un déficit cumulé qu'il convenait donc de résorber à la fin de l'année 2025, puisque, comme je l'avais dit, puisque je l'avais dénoncé en 2020, vous vous en souvenez, on avait récupéré une situation où on avait en fait globalement, quand on cumulait le résultat final à la fin de 2019, qui était de moins 1 million d'euros, et les restes à réaliser qui n'étaient pas pourvus de recettes en face, et on était à 2 millions d'euros à combler par la collectivité. C'est pour ça qu'on n'avait rien fait en 2020. Vous vous souvenez qu'on avait fait que changer la porte, j'exagère à peine, on avait fait que le changement de la porte de l'habitat du curé. C'est dire quand même globalement qu'on a mis une année pour résorber, puis pour nous préparer, puisqu'il n'y avait rien donc, dans les cartons, pour nous préparer à l'exercice du mandat. Et donc ce que je vous avais dit, c'est qu'on ne ferait pas ça. C'est-à-dire que les restes à réaliser en 2026 seront couverts par des recettes et qu'il y aura un résultat final excédentaire. Voilà. Vous voyez, quand on meurt, on préfère toujours laisser un héritage avec un peu de sous que de laisser des ardoises. C'est l'image quand même qu'on peut donner. D'accord ? Voilà, donc ça c'est très important. Parce que sinon, on aurait pu laisser un trou d'1,5 million et en disant, bah vous voyez, on est encore moins endetté qu'avant. C'est pas très sérieux. Donc les dépenses, en fait globalement le problème quand les élus sont sûrs de repasser, parfois ils font pas attention à ça. Eh bien il faut toujours clôturer un mandat en n'étant pas sûr de regagner l'élection, c'est quand même la moindre des humilités vis-à-vis du corps électoral. Donc les dépenses réelles de fonctionnement atteindraient 7,6 millions, très encadrées, très maîtrisées, avec des recettes réelles de fonctionnement de 9,1 millions. L'épargne de 2025, qu'on avait budgétisée à 1,1 million, un peu plus, serait donc supérieure à 1,5 million € en 2025, qui résiste, qui fait mieux que résister, qui même est beaucoup plus forte que ce que nous avions imaginé. C'est quoi? C'est simplement des écritures de recettes prudentes. On n'écrit pas les recettes qu'on n'aura jamais, et on dépense, on inscrit tout ce qu'on pense devoir dépenser, même si on ne le dépense pas, parce qu'il va y avoir un arrêt de travail, parce qu'on aura finalement un peu mieux géré, etc., etc. Simplement d'avoir des écritures prudentes. Et c'est la règle fondamentale de préparation des budgets, la prudence. Et donc à la fin, forcément, quand vous faites le ligne à ligne, vous récupérez un peu, il y a moins de dépenses que ce qu'on avait imaginé, un peu moins, et les recettes sont un peu meilleures. C'est comme ça qu'on doit piloter une collectivité. Donc on est à 1,5 million € d'épargne. Voilà, donc on peut continuer. Céline, donc on a contracté des emprunts, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'était pas question de laisser la ligne de trésorerie tourner et puis contracter les emprunts juste après les élections. Ça ne sert à rien de faire ce numéro de malice à 2 balles, enfin plus que 2 € finalement, vous allez le voir. Donc, et notre capacité de désendettement est donc de 5,4 ans. Donc ça veut dire que tous les 8 millions de stocks de dettes que nous avons, si on y affectait toute notre épargne, on mettrait un peu plus de 5 ans pour la rembourser. C'est quand même nettement mieux, ça va un peu vite par contre maintenant, c'est nettement mieux que ce qu'on avait imaginé. Le seuil qui est considéré comme à ne pas dépasser est plutôt de 10 ans, on en est très loin. C'est donc ce qu'on peut déjà donc dire à ce stade, c'est que la prochaine équipe municipale disposera de moyens pour son action. C'est important, hein, parce que c'est bien beau de faire un mandat où on a dépensé, vous verrez, on a fait un volume d'investissement énorme, mais si c'est pour que la collectivité soit sur les rotules et puis que l'équipe d'après ne puisse plus rien faire, et simplement les chrysanthèmes du 11 novembre, c'est quand même un peu gênant. Hein, voilà. Donc c'est pas ce qu'on a fait. Et ça, vous savez très bien que c'était une exigence morale de notre part.
Donc une bonne épargne, c'est un gage évidemment de solidité financière, de gestion raisonnée de la commune. Je ne vais pas vous faire le blabla, vous savez très bien dans quel esprit on porte cette commune ensemble. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, je voulais quand même qu'on remette en perspective avec cette slide l'évolution des dépenses de fonctionnement de la commune. C'est très important parce que c'est cela qu'il faudra continuer à surveiller. Quel que soit l'avenir de la commune s'agissant de son conseil municipal, il faut impérativement surveiller ça. Si ça s'emballe, c'est foutu et nous, on est sûr et certain que derrière, on a une capacité d'investissement qui serait presque réduite à néant. Donc ce n'est pas des histoires, il faut tenir sans cesse les dépenses de fonctionnement. Et c'est un exercice particulièrement pénible quand, par exemple, s'agissant des assurances, même si bien sûr on a pu localement avoir des personnes très loyales et qui ont fait un excellent travail avec nous pour nous éviter la catastrophe. Il y a les ressources humaines qui continuent à évoluer, bien entendu. Quand on a une fréquentation de la cantine qui ne cesse d'augmenter et des prix de cantine qui augmentent, eh bien tout cela, il faut l'absorber. Et donc, il faut vérifier, contrôler toutes les dépenses, alors même qu'il y a des dépenses, comme je le dis souvent, elles ne sont pas mauvaises, les dépenses de fonctionnement, elles sont utiles. Heureusement qu'on paye nos collaborateurs. Et heureusement que parfois on essaie de valoriser leur travail. Heureusement qu'on a une politique d'entretien de nos routes qui est facturée en fonctionnement. C'est sûr que c'est moche, hein, les rustines qu'on fait parfois dans les rues, mais ça évite les nids de poules, ça nous fait gagner 4 à 5 ans, et tout ça est très important. Donc, il faut surveiller, mais à la fois pas faire n'importe quoi, et continuer à entretenir correctement notre patrimoine. Donc, je vais passer assez vite sur le débat d'orientation budgétaire. Ces slides-là, on les passe tous les ans. Les objectifs, vous les connaissez. Je voudrais quand même rappeler que, évidemment, l'absence de dossier prêt à être lancé a été assez préjudiciable sur si vous voulez, le rythme de nos dépenses d'investissement. Vous avez bien vu qu'on a charbonné comme des malades à la fin, générant des périodes de travaux parfois pénible, mais on voulait réaliser ce sur quoi on s'était engagé, donc on a mis bien sûr les bouchées doubles. Et je tiens à rendre hommage à l'ensemble des élus et des agents et remercier la patience des habitants par rapport à ce que nous avons fait, mais on peut en être fier aujourd'hui et on a d'excellents retours sur les travaux de voirie, de bâtiments, tout cela consistant simplement à remettre à niveau. On n'a pas flambé, je ne pense pas qu'on soit pris pour des autres. On a remis à niveau la ville, c'est tout. Alors bien sûr, parfois avec une signature, une coloration particulière. Je veux parler de l'enfouissement des réseaux, par exemple. Mais est-ce qu'à Taon-les-Vosges, c'est du luxe d'enfouir les réseaux sur une rue où il y a 5000 véhicules par jour dans chaque sens? Moi, j'ai mes voisins qui me disaient, vous savez, monsieur le maire, quand on est venu à Taon, on a hésité, quand on est passé rue de Lorraine, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ville qui est restée figée dans les années 50? Il faut quand même qu'on en prenne compte si on veut que les maisons qui se libèrent soient effectivement donnent un désir d'acquisition par de nouveaux propriétaires, c'est évident. Donc je pense que chacun peut le mesurer, on n'a rien fait de grandiloquent, on n'a pas construit des pyramides ou des choses comme ça. Donc en 2025, on a poursuivi ces chantiers, on a agi aussi beaucoup pour la renaturation, la végétalisation de notre commune, et le résultat est assez probant, me semble-t-il. Sur le contexte de 2026, voilà les grandes lignes que je vous propose. C'est quand même de voter un budget, parce que là aussi, parfois, on entend des élus dire c'est pas bien, parce que si vous votez le budget, vous forcez la main de la prochaine équipe municipale. Ouais. Enfin, une équipe municipale qui serait élue le 15 mars ou le 22 mars, qui s'installerait donc le 22 ou le 29 mars, qui peut-être a l'expérience, mais qui peut-être ne l'a pas, qui connaît peut-être même pas les équipes de la mairie, qui les ont jamais rencontrées, qui sont jamais venus à un seul conseil municipal. Je veux dire, à un moment donné, il faut rendre le budget pour le 30 avril. Ça veut dire que si tu le votes le 30 avril, il faut quand même que tu fasses le 30 pour un peu que ce jour-là tombe bien dans le calendrier. Donc ça se peut que ce soit le 29 ou le 28. Il y a le délai de convocation du conseil municipal, donc à peu près une semaine avant, disons le 22 avril.
Ça veut dire que tu t'installes peut-être tout début avril, tout fin mars, tout début avril, et qu'il faut qu'en 3 semaines, tu aies à la fois examiné le budget, fait les arbitrages et rendu la copie pour la... C'est compliqué, hein. Je veux dire, même pour une équipe expérimentée en place, c'est compliqué. Et surtout, je pense que ça suggère des arbitrages faits en toute hâte, amenant finalement sans doute n'importe quelle équipe dans cette condition-là, comme on l'a fait en 2020, à voter un budget technique qui permet de payer les agents, qui permet de payer les énergies, etc., et les remboursements d'emprunts, et de refaire un budget un peu plus tard. Donc l'avantage, c'est que là, c'est un budget, vous allez voir, qui ne propose pas de lancement de nouveaux grands projets, mais qui permet de terminer ce qui a été démarré. On va quand même pas dire, ce serait quand même assez démago, de dire, écoutez, le centre social, les travaux, les entreprises sont là, les travaux se font, puis finalement on ne met pas les crédits pour les payer. Quand même, je pense que ça serait quand même totalement loufoque. Il faut quand même expliquer ces choses-là pour éviter, encore une fois, les démagogies des plateaux de télévision qui sont quand même assez détestables. Donc, priorité donnée à un budget sain, équilibré, maîtrise des dépenses de fonctionnement, maîtrise de l'endettement, absence d'engagement financier nouveau de long terme, bien entendu, assurer la continuité des projets en cours, garantir le maintien et la qualité des services publics communaux, c'est-à-dire qu'il faut aussi voter des enveloppes, je pense, voter des enveloppes qui permettent quand même de payer les denrées pour la cantine de nos enfants. Je vous parlais du chauffage, mais aussi d'acheter des gravillons ou des prestations pour réparer nos routes, et ainsi de suite. Et transmettre une situation financière claire à la future équipe municipale. Et qu'il est indispensable, bien entendu, de laisser des marges de manœuvre pour les nouveaux projets, mais je vous en ai déjà parlé. Notre objectif, maîtriser la section de fonctionnement pour rester dans une dynamique d'investissement, c'est évident. Il y a des hausses qui sont déjà connues. Sur les assurances, il faudra ajouter 60 000 euros, après pourtant des négociations et des apports de dernière minute très, très bénéfiques. Je remercie encore les acteurs en présence. Ça aurait été beaucoup plus. 60 000 euros de plus pour les assurances. 40 000 euros de plus pour la cantine. Il y a une hausse des tarifs de presque 3%. Il y a plus d'élèves aussi qui mangent à la cantine. On a même maintenant une difficulté de place. Les charges d'intérêt seront quant à elles logiquement en hausse, puisqu'il y a un endettement qui s'accroît un peu, donc il y a 45 000 euros qu'il faudra prévoir pour rembourser les charges d'intérêt. Donc vous voyez, il faut déjà réserver 145 000 euros de plus sur les dépenses de fonctionnement. Quant aux recettes, on va les estimer stables, faute de loi de finances. On espère, on pense que les communes seront encore relativement épargnées au niveau de leurs recettes, même sur les compensations fiscales. Je pense qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises qui seront peut-être tout juste couvertes par la dynamique, notamment de la taxe foncière sur ces bases, puisque les taux, on ne les revoit pas, bien entendu, depuis plusieurs années. Mais là, il est clair que si c'est stable, c'est bien. Donc, ce n'est pas la peine d'inscrire des trucs qui ne se feront pas. Un tableau récapitulatif, peut-être, voilà. Sur les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général, on pense qu'on pourra faire un peu moins, mais on les inscrit à 2,9 millions et 10 000. Charges de personnel, 4 millions d'euros, c'est ce qu'il faudra sans doute. On estime que le taux de réalisation sera sans doute de l'ordre aussi de 98%, donc on récupérera quand même quelques dizaines de milliers d'euros là-dessus au compte administratif. Les charges financières, 160 000, ça c'est ce qu'il faudra faire. Et les autres charges de gestion courante qui incorporent notamment principalement les subventions à 930 000 euros. Donc on aurait des dépenses de fonctionnement à 8 millions. En sachant que l'espoir, c'est une exécution à 7 millions, 8 peut-être, quelque chose comme ça. Ce qu'on peut déjà espérer. Sur les recettes de fonctionnement, donc impôts et taxes à 5 millions 8, les dotations, enfin impôts et taxes, alors je le rappelle pour les gens qui regardent, vous le savez vous-même, les chers collègues, mais les personnes qui regardent ne savent pas forcément, puisqu'ils disent, bon, la ville, elle lève 5 millions 8. Là-dedans, il y a notamment tout un tas de choses pour lesquelles on décide de rien. Donc nous, on décide en partie du taux de la taxe foncière qui pèse même pas 2 millions.
Donc c'est très peu, hein, globalement, sur l'ensemble des recettes qu'on décide. Mais c'est toujours libellé impôts et taxes au titre de la nomenclature comptable. Dotation et participation, notamment la dotation de fonctionnement, les participations financières de l'État, en particulier 2 450 000 €. Et puis, les autres charges de gestion courante, notamment les tarifications de nos services, en particulier pour des remboursements, pour 750 000 €. On n'inscrit pas en fonctionnement toutes les ventes que nous pourrions faire, qui s'inscriront en recettes de fonctionnement en compte administratif. C'est ce qui s'est passé en 2025. Donc on peut espérer peut-être 9 millions d'euros, 9 millions d'euros de recettes en compte administratif, 7 millions 8. Moi, j'espère secrètement 1,4 million d'épargne à la fin de l'exercice. 1,3 million, 1,4 million, mais on y reviendra. En essayant de ne pas supprimer de manifestations, d'événements que nous, on ne peut pas dire qu'on est chômé non plus à ce titre-là. Je parle notamment sous le contrôle des élus en charge des commissions à la fois sport, mais aussi et notamment culture et vie associative. On ne peut pas dire qu'on est chômé, hein. Et on ne peut pas dire qu'on va chômer en début 2026, donc on n'enlève rien, quoi. On reste une ville très généreuse en événements. Donc 1 million d'euros d'épargne, ça sera un peu mieux au compte administratif, on peut l'espérer. Donc ça reste très sérieux. Sur la section d'investissement, donc évidemment des inscriptions budgétaires pour les projets en cours ou terminés, quasiment terminés. Sur la rue de Lorraine, il y a des soldes, puisque vous savez qu'il y a un grand décalage en général entre la réalisation des travaux, l'émission des factures par les entreprises, la vérification par la maîtrise d'œuvre et le lancement des mandats par la maîtrise d'ouvrage. La vérification ensuite par le payeur le receveur. Donc forcément, il y a plein d'états qui vont seulement arriver au premier trimestre. C'est pas totalement fini, hein, rue de Lorraine. Travaux du centre social, là on est en plein dedans, hein, et on a seulement, on est en démarrage, hein, un démarrage probant, mais ça va se finir, la grosse part du gâteau doit se faire en 2026. Et puis la caserne, le centre de secours. Évidemment, là, il nous est demandé de verser les sommes, puisque on a espoir que les travaux démarrent début du deuxième trimestre. Oui, il faut dire des choses ambitieuses, mon lieutenant. En tous les cas, ça devrait vraiment démarrer de manière probante. Et il y a surtout des charges qui ont déjà été décaissées par le SDIS pour les études. Donc là, il faut prévoir un peu plus de 220 000 €. C'est notre engagement. Les villes, je rappelle l'engagement des communes de Chavelot et d'Igné à ce titre. Donc ça fait 2 220 000 €. Sur également des projets terminés, mais pour lesquels on n'a pas eu non plus toutes les factures. La voie d'Illet, quelques dizaines de milliers d'euros. Les rues des Aulnes et du Tac, ça doit faire à peu près 130 000, je crois. Les stades Seyer et le Derlin, là c'est une somme beaucoup plus importante. Et le hall de la mairie pour 100 000 €, eh bien, il faut bien payer des factures qui ne sont pas arrivées pour 1 240 000 €. Ensuite, on peut continuer. Il y a quelques travaux récurrents, des aménagements divers que je vous propose de poursuivre dans une logique de continuité de l'action publique. Quand on enregistre des résultats, les mobilités, le plan d'accessibilité de l'espace public, il faut continuer, même si ça sera peut-être moins important que les années passées. Les travaux lourds de voirie, entendez par là des travaux d'enrobés. Pour 150 000 €, il faut quand même qu'on continue à entretenir sur un entretien lourd certaines chaussées. Les travaux dans le cadre de l'opération de revitalisation territoriale, dont je rappelle que donc, le décret est rentré en vigueur le 1er janvier 2026. Donc officiellement, on a les outils depuis 1er janvier 2026. Et donc il n'est pas question d'arrêter cette dynamique qui doit s'inscrire sur 10 ou 15 ans. Donc il faut prévoir 150 000 au moins, et donc c'est ce qu'on proposera au budget. La liaison vers le canal, qui fait aussi l'objet de l'ORT. Les investissements sur notre patrimoine, dont notamment l'adaptation des bâtiments, l'accès aux bâtiments dans le cadre de l'ADAP.
le mobilier, le matériel, les services, dont le renouvellement indispensable de certains véhicules. C'est pareil, le truc, la camionnette du Thibault, elle a rendu service. Hein. Et puis elle pollue un peu le bâtiment des anciens pompiers. Faut démarrer, mettre les pinces, enfin, c'est pas possible. Donc les travaux dans les cimetières, notamment on parle sans doute d'une partie du mur du cimetière de Taon hein, qui nous inquiète depuis quelques années. La poursuite de travaux aux abords de la prairie Claudel, puisque là on a mis en place un programme en trois phases. Je tiens à saluer là aussi l'excellent travail des services en régie. Hein. Les personnes qui vont notamment à la prairie Claudel doivent savoir que ces travaux ont été réalisés par les agents de la ville. Et qu'on a économisé sans doute par rapport... Alors il y a des entreprises, on est très content de travailler avec les entreprises, mais grâce à cela, on réalise des économies importantes. Hein. C'est à peu près la moitié, c'est normal. Hein. Le renouvellement du mobilier urbain, il faut continuer, on ne va pas s'arrêter non plus au milieu du chemin. La modernisation de l'éclairage public, hein, on a encore des luminaires à changer, notamment du côté de Girmont. On a des grosses consommations sur le centre-bourg de Girmont, puisque là on n'est pas en LED. Les opérations au centre-bourg de Girmont et Doncourt, et on parle notamment de démolition de... On attendait les réponses de la DETR, bien entendu, qu'on attend toujours, puisque la commission n'aura lieu qu'au mois d'avril. Mais il est évident qu'il faut qu'on puisse détruire les verrues qui sont assez disgracieuses, et puis peaufiner les aménagements au centre-bourg Doncourt et de Girmont. Donc globalement, tout ça... Alors ce que je viens de dire, ça fait 1,2 million, mais ça, plus les reliquats des opérations, je vous ai parlé, ça fait 4,7 millions quand même, hein, qu'il faut prévoir en 2026. Donc pour payer tout ça, il y a l'excédent de 2025, qui serait donc, comme je vous l'ai dit, hein, de l'ordre de 200 000 €. L'épargne de 2026, donc qui est écrite pour 1 million d'euros, dont je pense qu'elle sera plutôt à 1,4 million. La vente de la résidence senior, où là, l'acquéreur, pour être tout à fait transparent, a une difficulté de mobilisation de l'emprunt. Donc nous sommes actuellement en début de discussion avec la Caisse des dépôts, on ne l'appelle plus comme ça maintenant, c'est la Banque des territoires, pour permettre ce prêt, qui sera sans doute plus facile à obtenir puisqu'on est en opération de révisation territoriale. Le FCTVA sur les dépenses d'investissement, hein, qui nous est remboursé encore, heureusement, j'espère que ça ne va pas disparaître dans la loi de finances, 400 000, et les subventions à percevoir en 2026, puisque évidemment, beaucoup de subventions sont reçues une fois que les opérations sont terminées ou bien avancées, et donc il y a 1,4 million à recevoir en 2026. Et ce sont des recettes claires et certaines, soit un total de 4 millions d'euros pour financer nos dépenses d'investissement. Donc il faut prévoir un emprunt de 700 000 € en 2026, un emprunt budgétaire, dont on peut penser, par rapport à ce qu'on vient de dire, notamment si l'épargne est meilleure de 400 000 €, s'il y a certaines opérations qu'on ne réalisera peut-être pas en investissement, même si la plupart seront faites, puisque vous avez bien vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui se terminent, mais globalement on peut imaginer un emprunt assez réduit hein, pour l'exercice 2026. Et ça sera donc la vraie photographie de notre gestion. De plus, comme chaque année, comme je vous l'ai dit, l'endettement à réaliser sera sans doute moindre grâce à cette épargne, peut-être grâce à des recettes un peu meilleures, même s'il ne faut peut-être pas trop rêver. Voilà, donc pour être complet par rapport à ce qui doit être présenté dans le rapport d'orientation budgétaire, le stock de dette. Donc notre stock de dette au 31 décembre, il est de 8 120 000 € avec un taux moyen de 2,27. La durée résiduelle des emprunts est de 13 ans, c'est assez peu. Hein. On emprunte sur 15 ans. La durée de vie moyenne, elle est de 7 ans. Et il y a 12 lignes, ça veut dire qu'il y a 12 emprunts. Tous nos emprunts sont classés A sur la charte de bonne conduite. Il n'y a plus grand monde qui s'intéresse à ça. C'était beaucoup d'actualité lorsque Dexia, à l'époque, avait été mise en grande difficulté et qu'il y avait des emprunts toxiques qui se trimballaient dans certaines collectivités, ce qui n'est pas notre cas. Donc la répartition, c'est du taux fixe. En grande partie, on a fait ce choix régulièrement, et c'est toujours vrai jusqu'à présent, d'essayer d'éviter
la prise de risque trop grande, c'est-à-dire qu'au moins ça on sait qu'on devra rembourser le capital et les intérêts de manière ferme, plutôt que de partir à l'aventure, ce qui n'est pas toujours... dans les Vosges, on voit bien qu'on est beaucoup à faire comme ça, il y a d'autres territoires qui sont plus cavaliers. Bon, c'est peut-être une histoire de culture. Par rapport aux prêteurs, vous voyez qu'on a encore une bonne partie de notre portefeuille au Crédit Mutuel, le Crédit Foncier de France, ça c'est des vieux emprunts. Société Générale, il va s'éteindre très prochainement, il ne reste pas grand-chose. Svil-Cafil, c'est la structure qui a remplacé Dexia à l'époque, quand Dexia était mise en grande difficulté. La Banque Postale, le Crédit Agricole, la Caisse des dépôts et consignations, on a fait un bel emprunt en 2025, notamment pour financer les travaux du centre social. On a eu un livret A plus 1 combien 1,4, c'est ça. Livret A plus 1,4, donc ça fait un taux assez intéressant. À la fin, inférieur à ce qu'on trouve en taux fixe, mais le livret A, c'est une valeur assez sûre. Voilà, donc le profil d'extinction de la dette, il est intéressant, puisque vous voyez donc qu'en 2026, il faut qu'on prévoie effectivement un peu plus en remboursement de capital et d'intérêt, et que cette situation va être plutôt... il faudra donc être vigilant à ne pas accroître l'endettement jusque 2027-2028, puisqu'on va avoir un rythme de désendettement qui va être intéressant, mais qui va soulever donc un capital important. Et à partir de 2029 et de 2030, on va avoir là des gros emprunts qui vont s'arrêter, des emprunts de 2015 en particulier, qui vont s'arrêter et qui étaient de volume très important. Et donc là, on va revenir à des niveaux de remboursement de capital et d'intérêt assez limités, pouvant permettre à partir de 28, 29, 30, peut-être un endettement supplémentaire, mais on aura déjà pas mal remboursé. Il faut rester faut éviter de dépasser un capital restant dû de 9 millions, 9 millions 5 grand maximum. Voilà. Et il faut essayer de ne pas aller au-delà. Et c'est très bien. Ça donne une situation financière très solide. Au-delà, c'est commencer à prendre un peu de risque et faire peser notamment sur le budget annuel des charges de remboursement importants aussi, qu'il faut surveiller. Donc sur la dette, je voulais quand même faire un focus global un peu sur ce qui s'est passé pendant le mandat, parce que c'est intéressant d'avoir cette lecture globale par rapport à notre investissement. Vous savez qu'on on a tout fait pour investir le plus possible, pas parce que c'est une lubie, mais parce que le territoire en avait besoin. On aura investi 21 300 000 € entre 2020 et 2025. Et je ne parle pas du réseau de chaleur urbain, qui n'est pas là-dedans, qui est en délégation de services publics pour 13 millions d'euros qu'on peut ajouter, ni des investissements de l'agglo sur le territoire, puisqu'il y a le fait communautaire aussi qui s'est accentué depuis 2020. Beaucoup, l'eau, l'assainissement, les stades, etc. Et donc là, rien que la ville, elle aura fait 21 300 000 €. Je ne sais même pas, est-ce qu'on a mis la maison de santé là-dedans? On n'a même pas mis la maison de santé qui est sur un budget annexe. Donc vous pouvez ajouter presque 3 millions. On a remboursé en plus de ça en capital tous les ans, les 500 000 600 000 qu'on a tous les ans, 3,5 millions de remboursement de capital, c'est les anciens emprunts, puis le début de remboursement des emprunts qu'on a fait en cours de mandat, même si on n'a pas fait beaucoup. Donc 3,5 millions. Donc vous voyez, ça fait une somme de 24 800 000. Et tout cela a été financé par des emprunts nouveaux de 5 100 000. Donc vous voyez que l'endettement nouveau a été que d'1,6 million sur la période, quand on a commencé avec un trou de 2 millions. C'est quand même une performance. Avec des subventions perçues d'1,9 million, ça ne paraît pas impressionnant parce qu'il y en a beaucoup qui vont être perçues en 2026, 1,4 million. Les autres recettes d'investissement, 5 600 000 €, et bien entendu l'autofinancement, dont les amortissements, 12,2 millions. C'est pour ça que quand je dis qu'on n'a pas beaucoup de recettes de fonctionnement et qu'il faut surveiller nos dépenses parce que c'est ça qui finance l'investissement, c'est rien de tel que cette photographie-là de fin de mandat pour le déterminer.
Donc je peux dire hein, ici, devant l'ensemble du conseil municipal, en associant les services, bien sûr, de la commune, et le dire devant tous ceux qui regardent ça actuellement, et notamment les représentants de la presse, que il faut le dire, à un moment donné, l'humilité c'est bien, mais il faut aussi des fois mettre les choses en perspective. Et là, il y a vraiment eu une politique d'investissement particulièrement offensive et dont le financement a été particulièrement maîtrisé. Hein, alors on peut dire qu'on le savait, mais ces chiffres-là me paraissent assez probants. Puis là, c'est difficile de leur faire dire n'importe quoi, puisque là, ils sont sur la longue période, hein, sur 5 ans. Il faut que je vous parle aussi de ressources humaines, puisque c'est une obligation. En 2026, ça sera le plus gros poste de fonctionnement. Vous le savez, je ne vous apprends rien. On prévoit 4 millions d'euros. C'est une estimation prudente. On sait qu'en moyenne, on les réalise à 98%. Je vous l'ai déjà dit. En termes d'effectifs, au 31 décembre 2024, c'est beaucoup moins en équivalent temps plein, vous le verrez juste après, mais il y a 106 agents. Donc 95 fonctionnaires et 11 contractuels. En équivalent, salut Corinne, en équivalent temps plein, c'est 89,4. Hein, c'est donc, et c'est intéressant également, c'est 10,5 pour 1000 habitants à Taon, alors que les communes de Nostrate ont plutôt 13 équivalents temps plein pour 1000 habitants. C'est intéressant quand même de le mettre en avant. Hein. Et ça met aussi en avant tout ce qu'on n'a pas décidé de faire et qui est fait par le supplément d'investissement des uns et des autres, élus comme agents, hein, on le sait bien. Hein. Voilà. Mais il faut maîtriser notre masse salariale. Avec un service, je pense que là, chacun peut également le noter, un service public qui s'est largement amélioré pour notre population. Service administratif, service éducatif, service technique. S'il y a bien sans doute un endroit où c'était le plus visible, c'était bien les services techniques à mon avis. Hein. Là, on a quand même vu... là, par exemple, en ce moment, les agents, ils taillent tous les massifs, avec toute la végétalisation qu'on a faite. Le Didier et l'Anthony, l'autre jour, ils m'ont dit « Monsieur le maire, il y a du boulot. Hein. » Je dis « Oui, c'est sûr. Hein. » Donc, ils s'organisent, ils découpent les équipes, et puis ils ont toujours le sourire, ce qui est quand même plus qu'appréciable. Donc, on peut remercier ce travail. Donc, les absences longues ou prévisibles sont remplacées dès que cela est nécessaire et possible. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais bien souvent, on essaye quand même de remplacer les absences longues. C'est plus dur quand c'est de l'encadrement, hein, évidemment. Hein, l'encadrant n'est pas là, c'est difficile de le remplacer. Hein. Donc, faut trouver des parades. Là, c'est quoi les parades ? C'est la DGS qui en fait un peu plus, c'est les élus qui en font un peu plus, et notamment s'agissant du Centre communal d'action sociale, ça va être notamment l'auditeur qui nous a remis un très intéressant rapport d'audit que nous partagerons ultérieurement sur le fonctionnement du CCAS. L'auditeur... on va le faire venir 2 jours par semaine pour nous aider à accompagner le CCAS, à remettre tout ça en ordre. Hein. Clairement. Hein. Voilà. Hein. C'est simple. Enfin, non, c'est pas simple. Vous le savez. Donc, voilà, c'est quand même important, sur des postes notamment opérationnels, de veiller à remplacer pour qu'il n'y ait pas de dégradation du travail sur le terrain. Donc, une répartition intéressante. Les agents... Ça dénote le fonctionnement d'une commune. Hein. Peu d'agents de catégorie A. Il n'y a pas une armée de Mexicains dans la baraque. Un peu d'agents de catégorie B. Il y a besoin d'encadrement un peu intermédiaire, de technicité particulière. Beaucoup d'agents de catégorie C. Beaucoup de fonctions opérationnelles au plus près du terrain, au plus près des populations. Et ça, c'est notre désir aussi. S'agissant de la répartition par filière, c'est intéressant. Vous voyez que la filière technique l'emporte à 51%. Évidemment, c'est historique sur Taon. Il faut noter quand même ce que nous avons mis en place depuis le début du mandat, la filière sociale et la filière d'animation qui se sont particulièrement développées. C'est ça qui a trouvé un peu plus d'effectifs par rapport aux politiques qu'on voulait développer qui n'avaient aucun moyen, ou très peu. La filière administrative doit être présente, elle est en support de tout cela bien entendu. Et la police municipale
où nous venons de réussir, on est bien content, on attendra avant de se taper sur le ventre, mais un très bon recrutement de chef de police municipal. Hein. Mais il y a un préavis, évidemment, qu'il faut observer. Et donc la police municipale pèse 5% effectivement au sein de nos effectifs. Donc d'ailleurs, je salue en particulier dans des conditions difficiles sur le dernier mois, l'excellent travail, l'excellente coopération avec les services de la ville. Je parlerai de jour et de nuit. Vraiment. S'agissant des ressources humaines, donc la masse salariale, en 2020, forcément, elle a un peu progressé jusque 2025, mais ça a été particulièrement encadré. On parle de glissement, vieillesse, technicité, un terme qui est peut-être un peu inaccessible pour beaucoup d'entre nous. C'est simplement l'avancement des agents. Et ce qu'on essaye de faire aussi régulièrement, c'est quand, comme tout à l'heure, hein, quand il y a des possibilités d'avancement, on les propose. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est content des agents, quand ils sont en capacité d'avancer, il faut savoir être présent, marquer le coup et promouvoir rapidement. C'est le cas des 2 agents qui vont pouvoir bénéficier, grâce à notre décision, d'un avancement de grade. C'est important, très très important. Vous savez, on le fait depuis le début du mandat. Voilà, donc ces évolutions sont maîtrisées et il faudra continuer à y veiller. Les orientations pour 2026 sont similaires à celles prises pour le budget de manière générale de ce que je vous propose dans le cadre de l'orientation budgétaire. C'est la maîtrise et la stabilité de la masse salariale, la gestion efficace des remplacements, l'absence d'engagement RH impactant durablement le prochain mandat. C'est-à-dire que dans le cadre du budget 2026, éviter de prévoir des recrutements ici et là, non. C'est le maintien de la structure actuelle, qui d'ailleurs aujourd'hui nous donne satisfaction. Donc, pas de déguisement caché, de recrutement sur telle et telle fonction que nous ne pourrions pas assumer ensuite, évidemment, financièrement. Voilà, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure était intéressant sur les investissements. Ce que je voulais ajouter quand même, puisque j'ai quelques notes que j'ai demandées, effectivement, notamment auprès de l'agglomération d'Épinal. Donc, je vous ai parlé du réseau de chaleur urbain. Aux 21 millions, il faut bien ajouter presque 14 millions de travaux dans le cadre avec une maîtrise du tarif par rapport, et qui fonctionne en plus, tant mieux, par rapport au développement de ce projet. Donc, c'est 14 millions d'euros. Et je prendrai par exemple simplement sur les travaux de l'agglo en 2025 sur Thaon-les-Vosges, on était à 3 millions, rien qu'en 2025. 2,9 millions. Hein, donc vous voyez pour l'agglo, avec notamment le stade Seyer, avec des choses qui peuvent paraître parfois moins importantes, mais la modification des chaufferies du réseau de chaleur urbain, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de secondaire qui a dû être fait par l'agglo, dans les gymnases en particulier, il fallait changer les aérothermes, la bibliothèque de Thaon, avec la modification de l'éclairage, la crèche de Thaon, sur plusieurs lignes, l'aire d'accueil des gens du voyage, les citoyens français itinérants, je crois que ça a changé l'appellation, mais qui doit être attitré, c'est 20 000 euros. La piscine Les Derlins, où il y a eu quand même presque 50 000 euros d'investissement. Je vous ai parlé du stade Seyer, le domaine des lacs avec le poste de secours, SN-Vosges qui a quand même fait sur la rotonde plus de 50 000 euros d'investissement, en dehors de l'étude en cours, pour laquelle j'ai eu d'ailleurs une réunion importante avant-hier, sur les scénarios de rénovation profonde de la rotonde. Ce sera un budget important pour l'agglomération dans les années à venir. Et en 2026, il y a... alors le budget de l'agglo n'est pas voté, on n'a même pas encore fait les orientations budgétaires. On a eu hier un bureau qui est informel, Carole était bien sûr là, où on a pu orienter les choses. On est sur une somme déjà à minima sur le budget socle, qui sera un budget limité pour l'agglo, mais à 2 millions d'euros pour 2026. Donc si on reprend les années d'avant, donc vous voyez, en termes d'investissement, ce qui s'est passé sur le territoire, on sera en tout à plus de 40 millions d'euros d'investissement public sur Thaon, sur le mandat. C'est du jamais vu, faut être clair. Voilà, donc c'est un débat d'orientation budgétaire, et donc il peut donc susciter des réactions, il peut susciter des questions, éventuellement un débat, c'est le lieu. La commission des finances a déjà travaillé sur ce projet il y a une bonne dizaine de jours.
Maintenant, si vous avez des remarques ou des questions, des demandes, des précisions aussi, n'hésitez pas, c'est le moment. Nous considérons que le débat a eu lieu. Très bien. Bon. Il y a pas, évidemment, pour celles et ceux qui penseraient que les élus sont muselés, on travaille dessus depuis des mois. C'est la lecture politique d'une culture qu'on a instaurée depuis 5 ans, hein, 5 ans et demi. Hein, voilà. Donc, il n'y a aucune surprise. Et c'est important d'avoir une continuité dans l'action publique. Donc, très bien. Nous prenons acte que le débat a été proposé et qu'il a presque lieu. J'aurai quelques éléments à vous dire, bien sûr, en affaires diverses. En attendant, il y a l'attribution d'une subvention exceptionnelle que je vous propose. Même si je dois dire, le climat n'est pas lourd, mais s'il fallait l'alléger, que les courriers que nous recevons ne sont pas toujours des plus sympathiques en provenance de l'association familiale, mais je le dis, il faut prendre la hauteur et le recul par rapport aux situations. C'est donc ce que je vais vous proposer de faire dans le cas présent. Donc nous avons été sollicités le 8 janvier pour l'octroi d'une subvention, pour être tout à fait direct. Donc l'association familiale a reçu un avis de taxe foncière qu'elle a déjà négocié avec les services fiscaux et estime ne pas avoir les capacités de le payer, ce que nous croyons bien volontiers. Ce en quoi on pourrait... il a été dit qu'on n'avait pas aidé l'association depuis 2021, ce qui est quand même faux, hein, puisqu'on a quand même octroyé des subventions encore en 2022, me semble-t-il, qu'on a proposé dans le budget 2025 au conseil municipal d'aider des actions, effectivement, bon, qui n'ont pas été mises en place, soit, mais bon, je trouve quand même assez injuste qu'on nous dise qu'on ne soit pas à l'appui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc bon, néanmoins, on connaît le contexte global, on sait que globalement la ville va reprendre ses droits sur la parcelle, donc je pense que l'histoire c'est d'être dans une logique pareille de prise en compte globale de la situation et un peu prospective sur l'avenir du site et qu'il est inutile de faire des polémiques. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne en charge cette charge de 350 €, étant entendu qu'on a également écrit dans le même temps aux services fiscaux pour leur signaler le changement de destination de la parcelle, hein, qui, je vous le précise, donc doit faire l'objet des travaux de l'EHPAD, et le SHED publie la semaine prochaine l'appel d'offres pour la conception-réalisation du projet, avec les bornes suivantes, c'est-à-dire qu'en avril 2026, il y a des élus représentants de la ville qui seront conviés au jury pour choisir trois maîtrises d'œuvre, qui auront elles-mêmes plusieurs mois pour proposer, dans le cadre d'un concours, des esquisses et des scénarios d'aménagement, avec donc des débuts de travaux qui seraient prévus en 2027 et une livraison du chantier à la fin du premier trimestre 2029. Hein. On ne fait pas 24 millions de travaux en 2 semaines, hein, c'est sûr, c'est évident. Voilà, et donc là aussi, ça sera un aboutissement quand même très précieux pour la population de Thaon et des environs, notamment sur le plan bâtimentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Non. Jamais aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc en affaires diverses, donc il y a une délibération qui n'a pas lieu de rapporter pour l'instant, mais la propriétaire de la licence 4 nous a fait savoir à Jérôme Velsésia et à moi-même que finalement elle s'apprêtait à vendre cette licence à un autre acquéreur. Bon, c'est ainsi, hein, et que potentiellement il y a peut-être une autre licence à aller acquérir dans le cadre de ces connaissances. Donc on aura l'occasion d'y revenir sur ce projet. Et donc il faut donc effectivement rapporter le fait que pour l'instant donc c'est pas la licence du COSI qui serait achetée par la commune. Donc il faudra peut-être rapporter la délibération au moment où on en saura un peu plus.
Ça ne bloque pas le projet d'appel à manifestation d'intérêt, puisque je rappelle que la licence 4, ce sera un vrai plus, hein, on y tient bien sûr, mais qu'évidemment un projet de restauration peut très bien fonctionner avec une licence 3, et que si vous mangez, si vous avez une autorisation de restauration, vous pouvez très bien boire un picon et ou un whisky en digestif et en toute modération, bien sûr, et avoir la capacité de le faire sans licence 4. Hein. C'est la capacité de tenir barre en dehors de qui est important avec la licence 4. Donc pas indispensable, mais donc de nouvelles perspectives peut-être dans un certain temps. J'avais quand même précisé à la détentrice que je ferais cette proposition loyalement au conseil municipal. Le prochain conseil municipal se tiendra le 5 mars, si vous le voulez bien, à 19h, pour le vote du budget, hein, notamment. Il y aura sans doute d'autres points, même si on essaiera de rester en droite ligne de ce que je viens de dire et de ne pas prendre trop d'engagements nouveaux, mais il y aura sans doute des choses bien sûr à faire. Le 5 mars, hein, donc à 19h. Voilà, donc et puis évidemment simplement d'une phrase, d'un mot, je voudrais ici devant la population très sincèrement, très chaleureusement et avec beaucoup d'émotion remercier le soutien des élus municipaux qui l'ont témoigné à mon égard, à l'égard de Laurent Moquet et de Céline Valentin, leur soutien dans le cadre de ce que chacun pourra dénommer comme il le souhaite, sur lequel je n'ai aucune intention de revenir, bien entendu. Mais je peux vous dire que ce témoignage de soutien, au-delà de l'épreuve qu'il a fallu surmonter sur le plan personnel et collectif, ce témoignage de soutien a été sans doute pour moi dans un moment où évidemment le maire et le potentiel candidat étaient plus vulnérables que jamais, soumis au regard, à l'avis et pourquoi pas à la vindicte de chacun. Cette position de soutien, pour moi, a véritablement, je l'exprime publiquement, été un moment très important de ma vie politique et de ma vie tout court. Parce que vous savez qu'elle exprime pour moi, en fait, ce qu'il est encore possible de loyauté, de consistance morale dans une société dont on dit qu'elle ne cesse d'être en déliquescence. Et je vous le dis, chers collègues, pour celles et ceux qui l'ont exprimé, la manière dont ce soutien m'a profondément habité, vraiment qui m'a beaucoup touché, qui a beaucoup touché ma famille également, et je dois vous dire que je n'oublierai jamais, parce que dans les moments que nous avons vécus, la politique avec un petit p peut tellement vite reprendre ses droits, que quand la dignité et la hauteur de vue s'expriment, que globalement ça donne une envie décuplée d'agir pour la commune avec vous, avec celles et ceux d'ailleurs qui seront sans doute encore au sein de cette assemblée municipale dans quelque temps. Certains n'y seront plus et bien entendu on ne sait pas qui encore, donc c'est pas le moment de disserter là-dessus. Mais je veux vraiment dire que c'était pour moi très important, très structurant, compte tenu de la nature de mon engagement, compte tenu de la nature de notre contrat moral aussi, depuis le début du mandat, et que je l'exprime à l'endroit de tous les élus, évidemment, qui l'ont manifesté, et notamment sans doute aussi des élus qui se sentaient peut-être encore un peu moins obligés de le faire. Hein. Je parle notamment de Michel, de Corinne et de Romuald. Hein. Vous étiez sans doute encore moins liés, puisque nous n'étions pas ensemble au sein du conseil municipal au début, en tout cas pas dans la même équipe au départ. Je considère qu'on est dans la même équipe maintenant. C'est quand même à noter, parce que je pense que c'est devenu rare, et qu'ici c'est permis, et que si c'est permis, c'est parce qu'il y a peut-être qu'on ne s'est pas trop trompé, et que dans les engagements de chacune et de chacun, il y a quelque chose de plus profondément inscrit qu'un propre destin personnel, mais en fait un service pour la ville. Et ça, vous voyez, malheureusement, on a des entourages, proches ou plus lointains, atteints ou en périphérie, qui ne comprennent pas ça.
et dont le cœur est fermé à cela. Et forcément, ça peut générer des difficultés et des rancœurs. Et je peux vous dire aujourd'hui que moi je suis, et notamment grâce à vous, habité par aucun esprit ni de haine, ni de colère, ni de rancœur. Moi je souhaite que chacun reprenne à un moment donné le chemin le plus droit possible dans son existence, y compris celles et ceux qui ont tenté de me nuire avec évidemment les initiatives qui me semblaient moins loyales et sans doute les moins glorieuses qui soient. Mais c'est ainsi, chacun travaille avec ses armes, nous on travaillera avec les nôtres jusqu'à la fin de ce mandat, mais je ne me voyais pas passer sous silence cette épreuve, parce que c'en était une, et si vous voulez, s'il y a bien quelque chose qui m'a le plus profondément meurtri, c'est qu'on s'attaque à la directrice générale des services et au directeur de cabinet pour faire une sorte de lot totalement inapproprié, et le fait que vous exprimiez notamment très directement et très clairement votre soutien à Céline et à Laurent a été pour moi sur le plan politique, dans son actualité, la chose la plus importante. Parce que quand on a une bonne administration, il faut la protéger. Et aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous dire que règne au sein de l'administration tahonaise un esprit de concorde. Ça nous a resserrés encore un peu plus, ça nous a redirigé encore un peu plus sur nos objectifs. Si on voulait nous en détourner, ben c'est raté. Et donc pour tout cela, moi je voulais vraiment vous en remercier du fond du cœur. Voilà, et je pense qu'on peut clôturer éventuellement ce conseil municipal là-dessus. Et remercier l'initiative conjointe, bien sûr, qui était celle de Thierry et de Françoise, cette initiative spontanée que vous avez prise pour ce faire. Vraiment encore merci beaucoup. Donc encore à toutes et à tous, une excellente année, une très bonne soirée, et puis nous nous retrouverons très bientôt pour de nombreux événements et pour à minima le vote du budget. Merci. Elle peut rentrer chez elle.